Bienvenue dans We IT Capable, là où nous mettons en lumière les architectes du changement, ces leaders, ces visionnaires, ces penseurs qui façonnent l'avenir du développement en IT et dans le monde. Aujourd'hui, cet épisode revêt pour nous une attention et une dimension tout à fait particulière. Nous avons le privilège d'accueillir un invité dont le parcours et la nouvelle mission résonnent directement avec l'ambition de cette émission. Nous sommes heureux de présenter Alexander De Croo, nouvel administrateur du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, en poste depuis décembre dernier. Et je ne vous le cache pas qu'en cette nouvelle qualité, il est aussi mon supérieur hiérarchique direct, ce qui m'oblige justement à ne pas le ménager. Il est à la tête du PNUD avec un profil atypique. Ancien Premier ministre de la Belgique, il a traversé la pandémie de Covid-19 aux commandes de son pays et présidé le Conseil de l'Union européenne dans une période historique des plus turbulentes. Ministre de la coopération et développement, des finances, de l'agenda numérique. Autant dire une trajectoire extrêmement dense. Et c'est peut-être son passage par l'entrepreneuriat avant la politique qui éclaire le mieux sa vision. Fondateur de sa propre société, il a cultivé une approche pragmatique des défis, celle d'un homme habitué à produire des résultats. Il prend ses fonctions dans un contexte tendu. Seulement 35% des objectifs de développement durable sont sur la bonne voie. Les financements sont sous pression extrême. Et des pays comme Haïti font face à des défis multidimensionnels sans précédent. Mais aussi, et c'est ça notre intérêt, à des opportunités très claires. Dès sa prise de fonction, il a lancé un appel qui résonne ici particulièrement. Le monde change rapidement et nos partenaires changent avec lui. Le développement doit changer aussi. C'est de cela dont nous voulons parler aujourd'hui, de sa vision du monde, de ses réflexions sur Haïti et les États fragiles, sur l'innovation, le rôle des femmes, de la jeunesse, du secteur privé et sur l'avenir du multilatéralisme. Monsieur l'administrateur Alexander De Croo, soyez la bienvenue dans We IT Capable. Merci d'être là. Merci pour le signal que vous envoyez en plaçant Haïti parmi vos premières visites officielles. Mais merci de l'invitation, je suis ravi d'être ici. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Vous reprenez la conduction du PNUD, l'une des agences les plus grandes en termes de développement, dans un cadre où le multilatéralisme est remis en question et, comme je l'ai bien dit, 35% des ODD aujourd'hui sont en bonne voie. Quelles sont vos appréciations? Comment vous voyez ce défi? Et quelles sont vos ambitions? C'est clair que le monde a énormément changé et certains diraient les quelques mois précédents, mais c'était déjà bien avant qu'on voyait que le monde était en train de changer. On n'est plus dans une logique nord-sud où on peut dire les problèmes se trouvent dans le sud et les solutions proviennent du nord. Le monde du développement, pour moi, n'est plus du tout le monde de ce qu'on appelait de l'aide. Le PNUD, on n'est pas dans l'aide. Ce qu'on fait, c'est du développement, c'est de la coopération, c'est d'adresser des défis mondiaux ensemble avec des vrais partenariats qui sont bénéficiaires pour tout le monde. Et oui, il y a de la critique, des doutes émis par rapport au multilatéralisme. Et je pense qu'il ne faut pas être sourd. Est-ce que, par exemple, des organisations comme les Nations Unies sont dans le monde d'aujourd'hui pas assez rapides, pas assez réactifs? Je pense que c'est une critique qu'il faut prendre au sérieux. Est-ce que on peut être plus efficace, moins cher? Oui, certainement. Est-ce que on doit mieux s'adapter à des nouvelles méthodes, mais aussi à des nouvelles réalités politiques? Ça prend un peu de temps de s'y adapter. On n'a pas ce temps. Il faut y aller. Il faut vraiment changer notre méthode. Il y a plein de domaines dans lesquels nous pouvons démontrer qu'on apporte de la valeur. Il y a d'autres domaines dans lesquels on doit se récalibrer et faisons-le. Et donc, reprenons un peu passons du contexte mondial à un contexte haïtien, et nous avons la chance de vous avoir pendant 3 jours en Haïti. Oui. Le programme s'appelle We IT Capable. On refuse la fatalité. On voit de l'avant. On voit ce qui fonctionne, ce qui est porteur de changement et d'espérance. Mais lorsqu'on parle de We IT Capable, il y a peut-être certains Haïtiens qui ont certains doutes et n'y croient pas vraiment.
En venant ici, qu'est-ce qui vous fait croire que oui, Haïti est capable? Tout d'abord, j'apprécie beaucoup ce que vous dites par rapport à parlons de ce qui fonctionne. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a déjà assez de gens qui se concentrent sur les problèmes, ce qui fonctionne pas. Yeah. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Je ne veux pas être aveugle par rapport à ça. Mais il y a plein de choses qui fonctionnent. Il y a plein de choses dans lesquelles le monde en a fait du progrès énorme. Et donc, nous, comme le PLUD, on est une organisation de ce qui fonctionne. On se focalise sur ce qui marche. On a plein de domaines dans lesquels on a des résultats énormes qu'on peut mettre en avant et essayons de se concentrer là-dessus. Alors, par rapport à ici, là, moi, j'ai été ici maintenant quelques jours. J'ai pas du tout la prétention de dire j'ai tout compris en ayant passé un petit temps ici. J'ai beaucoup lu en venant ici et c'est vrai que naturellement, quand on lit tout ça, il y a plein de raisons d'être pessimiste. Oui, faut être transparent. Une décroissance économique pendant 7 années d'affilée, ça a un impact. Violence très répandue dans la société, oui, cela a un impact. Instabilité politique qui était là, phénomène naturel, tout ça a un impact. Mais ayant passé du temps ici et parlé avec des leaders politiques, avec des patrons d'entreprise, avec une jeunesse extrêmement dynamique, je trouve qu'il y a beaucoup de raisons d'être ambitieux, prudemment optimiste. Et on est quand même dans un moment assez particulier, avec un processus électoral qui a démarré, avec des élections qui sont mises en avant, avec des engagements de la communauté internationale par rapport à avoir plus de forces de sécurité pour stabiliser le pays, avec des partenaires économiques internationaux qui regardent ce pays avec beaucoup d'intention. Alors, on pourrait dire, voilà, oui, mais on a des doutes. Mais ce qui est important pour moi, c'est que la communauté internationale, on pourrait avoir des doutes. La population haïtienne, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle vit dans ce pays. La seule solution pour elle, c'est de prendre les choses en main. Et vous savez, le développement aujourd'hui, ce n'est pas les Nations Unies qui vont le faire pour vous. Le développement, ça se fait grâce à une population locale qui est motivée, qui voit un futur, grâce à un leadership de société politique qui est là. Et nous, on voit tous ces éléments-là. Et si on peut être en appui de cela, c'est pas les Nations Unies qui le font, c'est la population qui le fait. Et si on peut y apporter quelque chose, on serait ravis. Et on serait ravis de montrer que les négatifs, les critiques, que pour une fois, ils ont tort. Je vais reprendre un élément, et je vous ai côtoyé pendant ces quelques jours. Vous parlez souvent d'économie, vous parlez de secteur privé, de jeunesse, de numérique. Et donc, la réalité économique apparaît beaucoup dans ce que vous proposez comme une composante essentielle d'une équation qui s'appelle développement. Oui. Le secteur privé, quel est le rôle que vous lui portez? Qu'est-ce que vous voyez comme élément qui pourrait générer plus de confiance? Parce qu'on a ici une crise de confiance où on n'investit pas, où naturellement l'accès au capital est difficile, mais aussi on a une jeunesse, et on va arriver au thème de la jeunesse, donc je le laisse pour après, qui veut entreprendre. Quels sont les éléments de déclic, quelles idées, sachant que vous avez été entrepreneur, vous savez ce que c'est le risque, vous savez ce que c'est s'affronter tous les jours à des problèmes, mais avec une vision de moyen et de long terme. On voudrait vous écouter. Tout d'abord, il y a 20 ans, on disait, voilà, le développement, c'était quelque chose qui se faisait avec de l'argent public et le secteur privé était un peu à la frontière de ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le secteur privé est au cœur du développement et surtout créer un secteur privé d'une classe moyenne, d'entrepreneurs, de petites sociétés qui créent des emplois, qui mènent à des gens à avoir des salaires, et quand des gens ont des salaires, ça a une certaine stabilité, ils payent un peu de taxation là-dessus, ce qui mène à un revenu pour un État, et un État qui a un revenu, il peut se déterminer la politique elle-même. Créer cet environnement où la croissance économique inclusive,
Donc pas une croissance économique pour ce qu'on appelle les 1%, mais une croissance économique qui est au bénéfice de toute la population. Créer cet environnement, ça c'est le cœur de ce que le PNUD peut faire. C'est créer une stabilité juridique, aider les banques à pouvoir financer ce développement économique, faire des réformes qui rendent le pays attractif pour des investissements extérieurs. Et donc, c'est une combinaison de beaucoup de choses. Il n'y a pas une solution, une recette magique par rapport à cela. Mais ce que moi je fais, je regarde des distances. Et des distances, je vois un pays jeune, extrêmement jeune, plus que 50% de la population plus jeune. Il faudrait beaucoup d'envie à beaucoup de pays européens qui ont c'est clair. un pyramidage totalement inverse. D'un point de vue d'investissement de l'extérieur, les pays européens ne sont pas attractifs pour l'investissement. C'est une population âgée, avec des besoins qui sont déjà servis. Ici, vous avez un pays jeune, avec plein de besoins qui ne sont pas servis, donc la demande est clairement là, avec une population jeune qui a faim, pas dans l'estomac, mais une faim d'ambition, d'entreprendre, de croissance. Et puis, ça on en parle peut-être moins, mais quand même un endroit géographique qui est quand même assez particulier. Tout près d'un des plus grands marchés du monde, tout près d'un endroit logistique important, le canal de Panama, avec un pays qui a aussi un potentiel touristique qui est clairement là, qui est déjà un peu utilisé, mais dont on pourrait faire beaucoup plus. Et donc, pour moi, c'est un peu un diamant, mais qui n'est pas poli. C'est un potentiel énorme qui est là. Et à nous, et quand je dis nous, c'est ensemble avec les Haïtiens, de découvrir ce potentiel, de créer les circonstances pour le faire. Alors on sait que, je vais pas être naïf non plus, il y a des éléments qui sont pour l'instant difficiles. On sait que la situation sécuritaire, elle est compliquée, mais on voit tous les éléments qui sont en train de se mettre en place pour combler cela. Donc voilà, allons-y, sachant que le potentiel de croissance et des créations de prospérité, elle est clairement là, à nous de la réaliser. Je vous ai écouté parler de potentiel. Vous avez été ministre du numérique. Je ne peux pas éviter la question sur le thème du numérique. Nous voyons aujourd'hui des incubateurs qui font de l'incubation d'expression entrepreneuriale dans le secteur de la tech. Nous voyons même des accélérateurs, ce qui montre déjà la maturité de certains projets. Nous avons vu qu'Haïti a célébré il y a quelques mois son premier sommet sur l'intelligence artificielle, qui l'aurait dit. C'est un mérite, qu'il y a un écosystème qui se développe. Et une jeunesse, comme vous l'avez dit, qui en veut, qui crée, qui a d'autres points de repère, qui a l'accès à l'information et qui aujourd'hui est en train de faire du code, par exemple. Qu'est-ce que vous voyez aussi comme opportunité lorsque vous parlez de jeunesse, entrepreneuriat, technologie? Peut-être qu'il y a des éléments d'une équation qui est... C'est clair que le monde est plus instable qu'avant, ça c'est clair. Mais il y a des éléments très positifs. Un élément très positif, c'est que, oui, il y a moins d'argent public qui va vers le développement, mais il y a plus de capital privé que jamais. Il y a plus de capital privé qui est prêt à investir, qui recherche un rendement que jamais. Et comme vous l'avez dit, il va pas s'investir en Europe parce que les opportunités ils sont moins. Donc ce capital, il est là, il est prêt à être investi. D'ailleurs, même dans le pays, il y a du capital qui est prêt à être investi. Le deuxième élément, c'est que l'accès à la technologie, elle est plus facile que jamais. Et la technologie, alors il y en a toujours qui disent mais il y a des éléments négatifs. Comme toujours, avec des développements technologiques, il y a des éléments négatifs, mais l'impact positif d'utiliser la technologie, c'est une multitude d'impacts. Et elle est aujourd'hui plus accessible que jamais. L'accès à des modèles d'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est pas des investissements énormes. Pour l'utiliser, pour les construire, c'est autre chose. Et donc, ce qui est crucial, que c'est la technologie d'aujourd'hui qu'il faut utiliser. Pas celle d'il y a 5 ans, pas celle d'il y a 10, il y a 20 ans. Le développement aujourd'hui,
la technologie, elle est au cœur de cela, et surtout avec une population qui est jeune, qui a quand même accès à la technologie numérique, qui oui, et je vois qu'il y a plein d'initiatives intéressantes, signature électronique qui est en train de s'installer, e-government qui est en train de se réaliser. Donc on part un peu d'une page blanche ici. Et ça, c'est un avantage. Parce que dans plein d'autres pays où l'économie est déjà très développée, le processus de changement pour numériser les choses, c'est quelque chose de compliqué. Commencer ici d'une page blanche, c'est plutôt un avantage. Je ne peux pas parler de jeunesse sans parler des femmes. 52% de la population, elles ont un rôle dans l'économie informelle, elles ont un rôle dans le cadre social. Et aujourd'hui, elles portent beaucoup de fardeaux, mais ce sont avant tout des acteurs qui sont le potentiel d'Haïti, qui peut-être est un peu sous-utilisé. Tout à fait. Et sur lequel ce n'est pas simplement une voix dans le secteur, disons, de la représentation politique, dans la participation, mais aussi dans l'économie et dans la société. Il y a aussi une dimension à mettre en avant et à souligner de ce potentiel qu'elles peuvent développer et qu'elles sont en train déjà de le faire. Vous avez rencontré des femmes leaders. Oui. Je pense que de par les expériences que nous ont partagées, ne vous ont laissé bouche bée, si je me permets l'expression, et révèlent de cette créativité, de cette force, de ce dynamisme et de cette conviction des jeunes femmes haïtiennes. Et je voulais que vous nous donniez une opinion là-dessus. Ah, mais clairement, le développement se fait bien si on utilise tous les talents que nous avons. Pourquoi, comme société, on ferait un choix de dire on va utiliser la moitié de nos talents? On va uniquement utiliser les talents masculins et les talents féminins, vous savez, on les met dans le bac. Pourquoi on serait une société avec les femmes au foyer les mieux éduquées du monde? C'est quand même pas notre ambition. Notre ambition, c'est quand même utiliser tous les, surtout dans un pays comme Haïti où on a besoin de talents. Et moi, ça a toujours été ma conviction, c'est que des organisations qui sont diverses dans leur prise de décision, dans leur fonctionnement, ça fonctionne mieux. Ça mène à des meilleurs résultats, ça mène à des résultats qui sont plus inclusifs. Et d'ailleurs, dans toutes les interactions que moi j'ai eues, ici, vous avez des jeunes, vous avez des hommes et femmes politiques qui sont ambitieux, qui posent les bonnes questions, qui n'ont pas peur de bien rentrer dans la discussion. Et ça, les hommes et les femmes, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Donc cette inclusivité, au niveau du genre, d'ailleurs pas uniquement au niveau du genre, aussi au niveau des LGBTQI et d'autres, c'est quelque chose d'important. Et on peut dire, voilà, c'est important d'un point de vue de principe, je suis d'accord. C'est aussi important d'un point de vue économique. Si vous n'utilisez pas ce talent-là, c'est une partie de votre possibilité de création de prospérité que vous jetez dans le bac. Il y a des analyses empiriques qui disent les économies où les femmes jouent leur rôle, ce sont les économies qui sont porteuses de croissance. Tout à fait. Plus que les autres. Ça ne vient pas à prouver. Tout à fait plus que les autres. D'ailleurs, vous le savez vous-même. Si vous êtes dans un club de sport, dans la gestion d'un club de sport, ou comité de parents d'une école. Si vous avez uniquement autour de la table des hommes avec des cheveux gris et des costumes bleus, vous avez autour de la table toute la diversité que vous avez dans votre société. C'est quelle table qui prendra les meilleures décisions? Alors celle avec ceux qui ont tous les mêmes idées, ce sera peut-être plus rapide, mais les meilleures décisions, c'est celles où il y a plus de diversité dans la prise de décision. Nous sommes totalement d'accord et je prends note. En parlant justement de diaspora, une des raisons que je écoute souvent des représentants de la diaspora, c'est qu'il n'y a pas de projet bancable en Haïti. Et nous avons vu l'autre jour une banque d'investissement, vous et moi, qui aujourd'hui investit du capital haïtien en Haïti et qui nous dit oui, il y a des projets bancables. Est-ce qu'il y a un problème il n'y a pas de diffusion d'informations, on n'est pas au courant justement de ces opportunités? Est-ce que peut-être c'est quelque chose de nouveau dans la réalité haïtienne? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces diasporas pour le redonner? Plus en général, pas uniquement Haïti, c'est la différence entre la perception du risque et la réalité. Très souvent,
La perception, c'est que c'est très risqué. La réalité, c'est que, oui, c'est pas sans risque, mais c'est plus faisable qu'on le pense. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait ces gens qui connaissent la réalité du quotidien, qui disent, mais voilà, nous, on peut être des intermédiaires, on peut vous aider à le faire. Et les fondamentaux, ils sont bonnes, hein. Les fondamentaux, c'est que voilà, il y a une vraie demande, il y a des vrais besoins qui sont là, une population qui est jeune, et un dynamisme politique, c'est peut-être ça le plus important. Le redressement du pays, ça se fera pas uniquement grâce au monde politique. Ça se fera parce que et le monde politique, et le monde des affaires, et la société civile se sont mis ensemble. Il n'y a pas une personne ou une classe tout seul qui peut le faire, et donc c'est important que tous les trois fassent un pas en avant et se voient comme des vrais partenaires. Vous êtes le représentant d'une organisation multilatérale. Et je voudrais faire une petite introspection, si vous me permettez. Oui. Haïti, ce sont des années, des décennies de collaboration, de coopération, des milliards investis, et on a une situation où on pourrait se poser des questions. Dans le cadre de votre gestion, qu'est-ce que vous pensez qui doit changer? Et comment le PNUD peut s'adapter à ces nouvelles réalités, justement, pour passer dans une logique d'investissement, de rentabiliser certains résultats, et peut-être, justement, ne pas répéter les erreurs du passé? Tout d'abord, on sort quand même d'une période qu'au niveau mondial, on a réalisé quelque chose que l'humanité n'a jamais fait. Les 25 années précédentes, la précarité extrême dans le monde a été divisée par 2. C'est du jamais vu. La mortalité d'enfants, dans une période de 20 ans, aussi divisée par 2. L'humanité n'a jamais fait ça. Alors, c'est pas partout dans le monde. Il y a des endroits où il y a eu plus de succès que dans d'autres. Mais donc, ne jetons pas tout dans la poubelle. Il y a une évolution qui est quand même vraiment remarquable. Alors, est-ce que tout ça, c'est grâce au multilatéralisme, c'est grâce au monde de développement? Non. Ça a joué un rôle. Les investissements privés, le commerce ont joué un rôle très très important là-dedans. Et donc, je pense que c'est ça la vraie leçon à avoir, c'est que c'est, comme on dit en anglais, trade, not aid. C'est le commerce, c'est pas vraiment de l'aide. C'est la stabilité juridique, c'est le fait que des pays ont compris que la guerre, c'est le développement en marche arrière. C'est ça la vraie leçon. Et les organisations comme le PNUD, le multilatéralisme, se doivent mettre aussi dans cette perspective de dire, voilà, nous on peut aider à créer le cadre, on peut être en appui, mais c'est pas nous qui le faisons. Et c'est pas le redressement d'un pays, c'est la population qui le fait. Et peut-être aussi comprendre que la logique classique des pays donateurs, qui disaient, voilà, on va donner de l'aide parce que c'est la bonne chose à faire, c'est plus la logique de maintenant. La logique de maintenant, c'est, voilà, on a nos intérêts à nous et des pays donateurs veulent que leurs intérêts soient servis. Mais ça, c'est pas exclu. Et nous vivons dans un monde où, vous savez, la fragilité, nul ne peut dire qu'il est immunisé par rapport à la fragilité. La fragilité, elle est à votre porte tout de suite. Et même des pays très stables aujourd'hui, il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, et l'impact, on le sent. L'impact de Covid. Et vous l'avez vécu. On l'a vécu. Hein. L'impact de la guerre en Ukraine, on l'a vécu dans le monde entier, avec une flambée des prix d'énergie, avec un impact sur l'alimentaire que personne n'avait vu venir. Et ce qui se passe maintenant dans le Proche-Orient, l'impact, il est partout. Et donc, l'agenda de développement, c'est aussi un agenda de sécurité. Nous, on va même plus loin, c'est-à-dire, en fait, la première ligne de défense, d'un point de vue sécuritaire, c'est investir dans le développement. Une société instable, une société avec de la criminalité, avec de la précarité extrême, ça a un impact sur tout le monde.
Et donc, même si certains pays sont devenus peut-être un peu plus basés sur leurs intérêts à eux, je pense qu'il faut bien expliquer que si vous avez des problèmes dans votre voisinage, vous allez le sentir aussi. Je vais vous poser une question, peut-être deux questions dans une, si vous me permettez. Oui. Vous avez été aussi ministre de la coopération, vous avez été dans un pays donateur. Du côté des donateurs, on parle de redevabilité, on parle de reporter des résultats, on parle de conditionnalité. Dans les pays bénéficiaires et partenaires, on parle de souveraineté, on parle d'appropriation et d'alignement, et on parle de dignité. Je vous ai entendu parler de peut-être un lien entre les deux, de comment converger ces éléments, c'est d'être à l'écoute. Et vous l'avez répété à plusieurs fois avec plusieurs partenaires. Est-ce que c'est ce lien entre les deux et comment faire converger ces deux réalités qui peut-être peuvent être vues antagoniques d'une certaine façon, mais qui sont réelles et présentes? Mais je pense que, honnêtement, c'est quoi le développement aujourd'hui? C'est de combler des phénomènes mondiaux et d'apporter chacun notre partie à la solution. Personne dans le monde, même les plus puissants du monde, les grands défis du monde peuvent dire « ouais, on va faire ça tout seul ». Combler l'impact du réchauffement climatique, il n'y a personne qui peut dire « on va le faire tout seul ». Gérer les flux de migration, personne ne peut dire « on va le faire tout seul ». Les impacts des trafics illicites de drogue et d'autres, les impacts de l'extrémisme dans le monde, personne ne peut faire ça tout seul. Et dans ce monde aujourd'hui, il vaut mieux avoir des amis. Et quand on a des amis, on est quand même un peu plus stable. Et des amis, c'est aussi des liens économiques. Et moi, je suis convaincu que quand on fait des commerces les uns avec les autres, on est un peu moins incité à faire la guerre, on est un peu moins incité à créer des conflits. Et donc, ce qu'il faut bien regarder, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des coopérations qui sont au bénéfice des deux côtés. Pour certains pays classiques donateurs, c'est plutôt le commerce. Pour d'autres, c'est gérer les flux de migration. Pour d'autres, c'est l'extrémisme. Et ça, il faut bien faire ce travail et bien aller en détail. Pour d'autres, c'est l'accès à des minéraux rares. Et je pense honnêtement qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Vous savez, ces discussions, elles ont lieu. Ce qui est important, c'est que dans la discussion politique mondiale d'aujourd'hui, elle est dominée par migration, sécurité, etc. Pour moi, c'est des discussions de symptômes. La raison fondamentale, c'est souvent un manque de développement. C'est une partie de certaines populations qui sont éloignées. C'est des différences, des disparités de prospérité qui sont énormes. Et donc, ça, c'est notre devoir. C'est de mener cet élément de discussion, de le ramener au cœur des discussions mondiales. Je vais terminer le programme avec deux éléments. Une réflexion, mais d'abord un message. Vous avez rencontré la jeunesse en Haïti, et on parle tous, et vous l'avez dit, cette jeunesse de porteur d'espoir, de dynamisme, de créativité, d'entrepreneuriat, dans tous les sens. Si vous leur parlez directement à la jeunesse, qu'est-ce que vous leur diriez comme message? Vous avez des amis dans le monde, et vous avez des amis qui sont prêts à appuyer, et qui sont prêts à aider à du financement, qui sont prêts à stabiliser. Mais si les pays se redressent, c'est vous qui allez redresser les pays. Et si on peut collaborer à le faire, ce serait avec beaucoup de fierté. Une dernière question, et qui peut être un peu prémature, parce que vous venez de commencer votre mandat, mais vous allez terminer votre premier mandat d'ici à peu près 4 ans. Quel serait un élément qui disait « le travail était bien fait », dont je suis fier? Quelle serait une expérience, un vécu, un acquis, un résultat? Et peut-être, c'est une réflexion qui viendra plus tard. Je vais me permettre la question. Dans 4 ans, quelqu'un va dire, tu as dit là, dans ce programme télévisé en Haïti. Non, le ici. Bon, ce qui est crucial pour moi, c'est de créer cette conviction que c'est l'entrepreneuriat local. C'est l'activité économique locale. C'est elle qui fait le redressement d'un pays. Et il y a plein d'éléments positifs. Comme je disais, l'accès à capital, il est là. L'accès à la technologie, elle est là. Et donc,
nous, comme acteurs du développement, souvent avec une image peut-être un peu vétuste, c'est qu'on fasse cette transformation en comprenant, ben voilà, il faut créer les circonstances, et puis il faut lâcher un petit peu. Puis il faut pouvoir dire, ben voilà, allez-y, on crée les circonstances pour se faire, et peut-être à un moment donné, certains qui ont fait partie de cela, qui ont été des entrepreneurs, qui ont pu démontrer, se disent à un moment donné, ben voilà, j'ai eu un certain succès personnel, maintenant c'est à moi aussi de rendre un peu, et de rendre à mon pays, et d'être aussi cet acteur qui crée les cadres dans lesquels le développement peut se faire. Et je serais ravi de revenir ici. Ah bah, et à un moment donné, de dire, ben voilà, j'étais venu ici, je vois comment les choses ont évolué, et honnêtement, voilà, c'est la première fois que je viens ici. Et c'est quand même un environnement assez incroyable. C'est d'une beauté incroyable. On sent l'énergie qui est ici. Et voilà, on voit un très très joli potentiel qui est là. Réalisons-le ensemble. Écoutez, administrateur, donc ce n'est qu'un au revoir. Voilà, au moins ça, on pourra le citer dans la prochaine rencontre. Mais je voulais vous dire un grand merci. Nous savons que vous couvrez à peu près 170 pays. Vous avez choisi de venir en Haïti en votre deuxième mission. C'est un signe clair de votre intérêt, de votre compromis, que vous croyez en Haïti. Je pense que le message où il a été capable a été reflété en tous vos propos. Encore merci pour cette lucidité, ces propos et ce message d'espérance et de potentialité de le pays. Encore merci, monsieur l'administrateur. Merci de m'avoir invité. Merci, monsieur Descrocs. Merci pour cette conversation franche, exigeante et profondément humaine. Ce qui me frappe, au fond, c'est ceci. Nous vivons un moment paradoxal. Le monde doute, les institutions cherchent leur souffle. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que les vraies ruptures deviennent possibles. Parce que l'espace s'ouvre pour quelque chose de nouveau, pour des idées nouvelles, pour des partenariats renouvelés, pour une solidarité internationale qui se réinvente. Haïti connaît bien ce paradoxe. Un pays qui a tout traversé et qui traverse encore, mais un pays qui, chaque matin, se lève et invente des solutions que personne d'autre n'aurait imaginées. Dans les marchés, dans les quartiers, dans les universités, dans la diaspora, cette créativité-là, elle n'attend pas la permission. Elle est déjà là, vivante, puissante. Ce que notre conversation d'aujourd'hui m'a confirmé, c'est que l'avenir d'Haïti se construira en Haïti, avec les Haïtiens et avec des partenaires qui choisissent de marcher à leur côté. Des partenaires engagés qui apportent leurs ressources, leur expertise, leur réseau, en harmonie avec les priorités et les aspirations du pays. En quelques paroles, un vrai partenariat, c'est celui où chacun apporte ce qu'il a de meilleur, où les expertises se croisent, où les risques sont partagés et où le succès appartient à tous, mais d'abord au pays qui l'a rendu possible. C'est cette solidarité-là, fondée sur la confiance, la transparence et le respect mutuel, qui peut faire la différence. Non pas une aide qui s'impose, mais un élan partagé qui s'adapte, qui écoute et qui place les voix haïtiennes au cœur de chaque décision. Et ces voix ont beaucoup à dire. Elles disent « Nous avons les idées, nous avons l'énergie, nous avons la détermination. Les femmes qui entreprennent malgré tout, les jeunes qui codent, qui créent, qui innovent, les communautés qui reconstruisent, la diaspora qui investit. Tout ce potentiel n'attend qu'une chose, les bonnes conditions pour s'exprimer pleinement. Haïti a fondé la première république, née d'une révolution d'esclaves, un acte fondateur qui a résonné bien au-delà de ses frontières. C'est depuis Port-au-Prince que Simón Bolívar est reparti avec les moyens de libérer un continent. L'émancipation de l'Amérique latine porte en partie l'empreinte haïtienne. Cette capacité à changer le cours de l'histoire, elle est dans l'ADN de ce noble peuple. Alors oui, Haïti capable, pas comme un slogan, pas comme un vœu, mais comme une réalité en construction, chaque jour par des milliers de femmes et d'hommes qui refusent que leur pays soit défini uniquement par ses défis et qui œuvrent avec leurs partenaires à bâtir l'Haïti de demain. L'avenir commence maintenant et il commence ici. À très bientôt pour un nouvel épisode de Oui Haïti Capable.